matin. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un gamin avec un surnom qui rappelle les goûters d'enfants. Et pourtant, à 14 ans, Pépito était déjà un tueur à gages de la DZ Mafia. Son procès s'ouvre aujourd'hui à huis clos devant le tribunal pour enfants de Paris. Il est accusé d'avoir tué par balle, froidement, gratuitement, le chauffeur VTC qu'il avait sollicité le soir du 4 octobre 2024 pour l'emmener exécuter son contrat. Bonjour Stéphane Burgat. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Marseille. On revient avec vous Stéphane sur cette terrible nuit où a été tué Nessim Remdam. C'est un père de famille de 36 ans sans histoire. Oui, effectivement, il était tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Nessim Ramdan s'était installé dans le Var pour mettre justement les siens à l'abri de la violence des trafics marseillais, pour subvenir aux besoins de sa famille. Eh bien, ce papa de 3 enfants cumulait plusieurs emplois, dont celui de chauffeur Bolt. Et cette nuit-là, il accepte une course comme une autre, rappelle l'avocate de la famille, Anne Santana-Marc. Un jeune mineur, qu'il a appelé au milieu de la nuit. Au bout de quelques minutes, le mineur lui a demandé de faire plusieurs arrêts. Alors peut-être parce qu'il a deviné les intentions de l'adolescent et qu'il refuse de s'arrêter, Nessim Ramdan le paie de sa vie, abattu d'une balle, le véhicule part s'encastrer contre un mur, le tireur se cache, mais il est dénoncé par son propre commanditaire, un détenu qui se revendique de la DZ Mafia. Il appelle lui-même les forces de l'ordre depuis sa cellule pour leur livrer son tueur à gages, embauché au départ pour se venger d'un autre groupe de dealers, procès hors norme qui pose de nombreuses questions selon maître Santana-Marc. Comment comprendre en fait qu'un mineur de 14 ans soit mis en cause pour des faits d'homicide volontaire commis avec la circonstance de bande organisée? On voit, et l'actualité nous prouve qu'il y a une problématique aujourd'hui avec nos jeunes. Voilà, un adolescent originaire du Gard, déjà inquiété dans d'autres affaires de moindre ampleur, placé en foyer depuis ses 9 ans, après l'implication de ses 2 parents dans des affaires de stupéfiants. Et dans ce procès, en raison de son âge, il encourt une peine de 20 ans et non la perpétuité. Merci Stéphane Burgat en direct de Marseille pour Europe 1. Le jugement est attendu jeudi soir. À Lyon, un appel à la mobilisation contre la violence décomplexée d'une bande de mineurs dans le quartier de Gerland. Une brutalité dont Théo, étudiant de 19 ans, a été victime, roué de coups à 3 reprises en moins de 6 mois, au point de souffrir d'un trauma crânien. Sa mère, Florence, organise aujourd'hui une marche citoyenne, apolitique et silencieuse à 15h avec l'espoir d'un sursaut collectif. Écoutez. On n'a pas tué mon fils, mais en fait, on est en train de nous tuer à petit feu. Parce qu'il faut qu'on retombe ciel et terre pour qu'on soit juste entendu. Des adolescents qui agressent, ça n'arrête pas. Et ils sont de plus en plus jeunes. Je demande des réponses et des solutions. J'attends une mobilisation générale. Aujourd'hui, la justice, les parents, nous, personnes lambda dans la rue, on doit dire non quand il y a des agressions, quand il y a des coups. Il faut libérer la parole. Il faut que tout le monde réagisse. Il faut arrêter de fermer les yeux. On a chacun notre part de responsabilité aujourd'hui si on en est là. Un témoignage recueilli par la correspondante d'Europe 1 à Lyon, Noémie Loisel. Musulmans en Occident, pratiques culturelles immuables, présence adaptée. C'est le titre de l'ouvrage d'une centaine de pages que publie aujourd'hui la Grande Mosquée de France. Il s'agit d'un livret pratique pour aider les fidèles à concilier l'exercice de leur foi et les principes de la République. Alors justement, faut-il un code de bonne conduite pour les musulmans de France? Qu'en pensez-vous? C'est la question du jour sur Europe 1. Vous votez dès maintenant sur le site et l'appli Europe 1. Il est 8h04, vous écoutez Europe 1 matin. Jack Lang et sa femme placés sous protection policière après des menaces sur les réseaux sociaux. L'ancien ministre de la Culture est dans la tourmente depuis les révélations des dossiers déclassifiés par la justice américaine dans l'affaire Jeffrey Epstein. Son nom apparaît à plus de 600 reprises dans des échanges de mails avec le milliardaire américain dont il était proche. Une enquête préliminaire du parquet national financier a été ouverte contre lui et sa fille pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Et ce sont d'ailleurs les seules investigations menées à ce jour en France sur ce dossier Epstein. Alors que l'affaire, et c'est surtout une affaire criminelle, et en France elle a une résonance toute particulière. Epstein fréquentait beaucoup Paris et une enquête criminelle avait déjà été ouverte il y a plusieurs années, William Molinier. C'est un ultime appel, une sorte de dernier espoir pour que le volet criminel français ne finisse pas aux archives judiciaires. Les avocats de l'ONG Innocence en danger demandent la réouverture de l'enquête de 2019, fermée en raison du suicide en prison de Jean-Luc Brunel, l'associé d'Epstein et rabatteur de mannequins. Les 3 millions de documents déclassifiés par la justice américaine pourraient relancer les investigations en France. François-Xavier Cauzan, un des 5 avocats d'Innocence en danger. Il y a une grande probabilité pour que des faits aient été commis, alors première hypothèse, sur le territoire national français. Deuxième hypothèse, les deux étant cumulables,
par des Français à l'étranger. Il faut absolument que la justice ouvre une information judiciaire. Car une adresse est bien dans le viseur. Le 22 avenue Foch à Paris, c'est là que logeait 6 mois de l'année le financier américain lors d'une perquisition en 2019. Des photos de femmes, souvent très jeunes et nues, auraient été découvertes, accrochées sur les murs jusque dans les couloirs de l'appartement. William Molinier, le parquet de Paris indique à Europe 1 qu'aucune enquête de nature criminelle n'a été ouverte pour le moment dans cette affaire. Emmanuel Macron estime que c'est à la justice américaine de faire le travail. Le chef de l'État qui s'exprime ce matin dans la presse nationale sur les menaces économiques pesant sur l'Europe. Après les menaces de Donald Trump sur le Groenland ou les droits de douane, le président estime qu'il ne faut pas courber l'échine face aux agressions caractérisées. Il en appelle au réveil, à sortir l'UE de l'état de minorité face à Pékin et Washington et à promouvoir la préférence européenne. Il faut protéger notre industrie également, dit Emmanuel Macron, alors qu'il est attendu à Dunkerque aujourd'hui sur un site stratégique d'ArcelorMittal. Objectif, illustrer la réindustrialisation du pays engagée depuis 2017 et mettre en scène la transition écologique de la sidérurgie française. Arthur Delaborde. Sur le fond, des annonces sont attendues. Le lancement d'un premier four électrique, une production d'acier sans charbon, moins d'émissions de CO2. Un investissement présenté comme un tournant pour ce site ArcelorMittal de Dunkerque. L'Elysée déroule le cadre. Approvisionnement électrique compétitif négocié avec EDF. Clause de sauvegarde européenne contre l'acier asiatique. Et mécanisme carbone aux frontières défendu par la France à Bruxelles. Mais cette visite dépasse les seules annonces. Elle s'inscrit dans une séquence politique plus large. Celle d'un président qui veut rappeler son action industrielle, revendiquer des choix faits depuis plusieurs années, car dans le même temps, ArcelorMittal reste un groupe très bénéficiaire, massivement soutenu par les pouvoirs publics et dont les investissements en France sont jugés insuffisants par les syndicats. Le message présidentiel est pourtant constant. Pour l'exécutif, le cadre est désormais en place, les conditions sont réunies, l'État a fait sa part à l'industriel maintenant de passer à l'acte en investissant. À Dunkerque, Emmanuel Macron veut valoriser une méthode, consolider un récit, celui de la réindustrialisation comme marqueur de son bilan. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Les chiffres du chômage ce matin en hausse de 0,6 points sur un an. Ils s'établissent à 7,9% au quatrième trimestre, au plus haut depuis 2021. Les jeunes sont particulièrement concernés. Le taux de chômage des 15-24 ans augmente de 2,4 points. Il atteint 21,5%. Un mot de sport. La bonne entrée en lice des patineurs français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina hier. C'est sur Vogue de Madonna qu'ils ont conquis le jury. Ils ont surclassé les Américains en danse rythmique. Le couple français prend donc une bonne option en attendant la danse libre décisive demain soir. La France est 8e au classement général. On n'a pas eu de nouvelle médaille hier, mais aujourd'hui on y croit. Oui, je n'arrête pas de le dire. Ils sont magnifiques, Cizeron, Fournier-Baudry. Non, c'est vraiment le couple de l'année en tout cas à ce stade. Merci beaucoup Fanny Marceau. Restez avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est l'invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1.